Le corps blindé d'Israël est mort. Pas endommagé, pas affaibli. Mort. Chaque usine de chars brûle. Chaque dépôt d'entretien est réduit en décombres. Chaque centre logistique qui permet à la flotte de chars Merkava de rester opérationnelle a été frappé. Et cette précision ne laisse aucune voie de rétablissement dans un délai qui compte pour cette guerre. En 30 ans d'analyse de la guerre mécanisée, je n'ai jamais vu une force blindée neutralisée aussi complètement sans un seul affrontement char contre char. Ce que l'Iran a accompli en 72 heures n'était pas une victoire tactique. C'était le retrait systématique et chirurgical de la capacité de combat terrestre d'Israël. Et cela n'a pas été exécuté sur le champ de bataille, mais dans les usines, les dépôts et les chaînes d'approvisionnement qui rendent possible la guerre blindée moderne. Le Merkava n'est pas seulement un char. Il représente la fondation de la doctrine terrestre de Tsahal, le point blindé qui définit la puissance militaire israélienne depuis 1967. Toute la structure des opérations terrestres israéliennes suppose que le Merkava est disponible, la doctrine interarmes, la coordination de l'artillerie, l'appui à l'infanterie, tout cela repose sur la manœuvre blindée comme élément décisif. Retirez cela, et ce qui reste est une force terrestre conçue pour un type de guerre qu'elle ne peut plus mener. L'Iran l'a compris. Et en 3 nuits de frappe de précision, il a démantelé morceau par morceau. Le complexe d'entretien de Tel HaShomer, où se déroule chaque grande révision et chaque mise à niveau majeur du Merkava, a été frappé par 47 missiles de croisière. La séquence a fait s'effondrer le hall d'assemblage principal, détruit les baies d'outillage spécialisées et incendié les entrepôts de pièces. La base logistique de Hatzerim, dans le Negev, le principal point de distribution pour les munitions de chars, les chenilles de remplacement et les composants de groupes motopropulseurs, a encaissé 34 impacts. Ces frappes ont éliminé la capacité opérationnelle du site pour des mois, et le complexe industriel IMI de Ramat HaSharon, où les coques de Merkava sont fabriquées et modernisées, a été frappé avec une précision qui ne visait pas le stockage des véhicules terminés, mais la chaîne de production elle-même. Les postes de soudage, les équipements de découpe des plaques de blindage, les baies d'intégration des systèmes. À l'aube du 4e jour, la flotte de chars d'Israël était terminée sur le plan opérationnel. Non pas parce que les chars eux-mêmes avaient été détruits, même si des centaines l'ont été, mais parce que tout l'écosystème industriel et logistique qui les soutient n'existe plus. Voilà à quoi ressemble la pensée stratégique quand elle est exécutée par des gens qui comprennent que la guerre moderne ne se gagne pas en détruisant l'armée ennemie. Elle se gagne en détruisant la capacité de l'ennemi à mettre une armée sur le terrain. Ce qui me frappe d'abord dans cette campagne, c'est la complétude du ciblage. L'Iran n'a pas frappé une partie des infrastructures critiques qui soutiennent la flotte de chars israélienne. Il les a toutes frappées dans une fenêtre de 72 heures. Chaque grande installation impliquée dans la production, l'entretien, la modernisation, l'approvisionnement en munitions et la distribution logistique des chars a été frappée. Plusieurs l'ont été à répétition, selon une séquence qui reflète des années de collecte de renseignements et de planification opérationnelle. Le complexe de Tel HaShomer allait toujours être la cible principale parce qu'il est irremplaçable. C'est là que les chars Merkava endommagés au combat sont renvoyés pour être réparés. C'est là que les révisions de moteurs sont effectuées. C'est là que les améliorations de blindage sont installées. C'est là que les systèmes de protection active trophy sont intégrés. Perdez Tel HaShomer. Et tout le concept de maintien d'une flotte de chars pendant des opérations de combat prolongées s'effondre. Parce qu'il n'existe aucune installation de secours avec une capacité équivalente. L'Iran le savait. Les 47 missiles qui ont frappé le complexe n'ont pas été distribués au hasard. Ils ont été séquencés pour faire s'effondrer des structures précises dans un ordre calculé pour maximiser les dommages en cascade. Le toit du hall d'assemblage principal est tombé en premier. Il a enseveli l'équipement de levage spécialisé et l'outillage sous des tonnes de béton armé. Les entrepôts de pièces ont été frappés avec des ogives incendiaires qui ont enflammé le caoutchouc, les lubrifiants et les matériaux composites stockés à l'intérieur. Ces incendies ont brûlé pendant 18 heures et consommé des stocks qui avaient pris des années à accumuler.
La base de Hatzerim dans le Negev remplissait une fonction différente, la distribution de munitions et de composants. La flotte de chars israélienne est dispersée dans plusieurs théâtres opérationnels. Et Hatzerim était le nœud central par lequel passaient les munitions de chars de 120 mm, les chenilles de remplacement, les pièces de moteur et les composants des systèmes de conduite de tir vers les unités avancées. À elle seule, la réserve de munitions de Hatzerim représentait environ 30 jours de consommation en combat blindé soutenu à haute intensité. Les 34 missiles de croisière qui ont frappé l'installation ont fait détonner les bunkers de munitions selon une séquence qui s'est propagée dans tout le complexe de stockage. Les explosions secondaires ont été enregistrées par des moniteurs sismiques jusque loin en Jordanie. Mais la frappe contre le complexe industriel Yami de Ramat HaSharon montre que l'objectif n'était pas simplement l'effet immédiat sur le champ de bataille. Il s'agissait d'éliminer la capacité future. L'usine produit les coques de Merkava, fabrique les plaques de blindage et sert de point d'intégration pour les nouveaux véhicules. La frappée n'affecte pas les chars actuellement en service. Elle garantit qu'il n'y aura pas de nouveaux chars pour remplacer les pertes. La précision du ciblage à Ramat HaSharon était remarquable. Les ogives ont frappé les baies de production où se fait la soudure des coques, les stations de découpe où les plaques de blindage sont façonnées et les halls d'intégration des systèmes où les groupes motopropulseurs sont mariés au châssis. Les bâtiments administratifs sont restés debout. Les stationnements des travailleurs n'ont pas été touchés. L'Iran n'a frappé que ce qui comptait sur le plan opérationnel et il l'a frappé avec assez de précision pour le détruire sans gaspiller de munitions sur des structures sans importance. D'un point de vue professionnel, cela révèle que le renseignement de ciblage iranien sur l'infrastructure militaire israélienne est complet et actuel. On ne peut pas frapper tous les nœuds critiques d'un système industriel complexe simultanément sans savoir où se trouvent ces nœuds, ce qu'ils font et comment ils sont structurés à l'interne. Ce niveau de connaissance ne s'obtient pas par imagerie satellitaire. Il s'obtient par des années de collecte patiente de renseignements, sources humaines, surveillance technique, espionnage industriel et renseignements d'origine électromagnétique, la planification opérationnelle qui a transformé ce renseignement en une campagne de frappe coordonnée de 72 heures reflète un niveau de sophistication que la plupart des analystes occidentaux n'attribuaient pas l'Iran et le résultat, c'est une flotte de chars qui existe encore au sens physique. Il reste encore des centaines de chars Merkava dans des parcs motorisés à travers Israël. Mais ils ne peuvent pas être soutenus dans des opérations de combat. En quelques jours, les taux de disponibilité opérationnelle commenceront à chuter à mesure que les véhicules tomberont en panne et ne pourront pas être réparés. En quelques semaines, les pénuries de munitions forceront une réduction des cadences de tir. En quelques mois, la flotte deviendra un actif statique plutôt qu'une force de combat mobile. Et il n'y a pas de solution rapide parce que ce que l'Iran a détruit ne peut pas être reconstruit rapidement. Le Merkava Mark IV représente la fine pointe de la conception des chars de combat principaux, conduite de tir sophistiquée, blindage composite en couche, système de protection active Trophy qui intercepte les missiles anti-chars entrants, moteur de 1500 chevaux qui déplace 65 tonnes de véhicules blindés à une vitesse surprenante. Selon n'importe quelle mesure technique, c'est l'un des chars les plus capables actuellement en service dans le monde. Mais la capacité et la durabilité ne sont pas la même chose. Et ce que les frappes iraniennes ont exposé, c'est que la sophistication technique du Merkava s'est faite au prix de la résilience logistique. Les chars de combat principaux modernes ne sont pas des machines simples. Le Merkava Mark IV contient des milliers de composants. Beaucoup sont des pièces spécialisées qui ne peuvent pas être obtenues auprès de fournisseurs commerciaux et qui doivent être fabriquées selon des spécifications militaires par des entrepreneurs de défense. Ces entreprises doivent disposer d'habilitations de sécurité et de capacités techniques que seulement une poignée de compagnies possèdent. L'ordinateur de conduite de tir, le système d'imagerie thermique, le radar Trophy et son lanceur d'intercepteurs, la transmission qui gère le couple du moteur. Ce ne sont pas des articles disponibles sur le marché.
Quand ils brisent, ils doivent être remplacés par des pièces fabriquées précisément pour le Merkava, stockées dans des installations spécialisées et installées par des techniciens formés avec de l'équipement qui n'existe qu'à quelques endroits. C'est cette structure fondamentale que l'Iran a ciblée. Non pas les chars eux-mêmes, mais l'infrastructure spécialisée qui les garde en marche. Le complexe de Tel HaShomer abritait les seules installations en Israël capables d'effectuer certaines catégories d'entretien lourds. Reconstruction de moteurs, révision, transmission et diagnostic des systèmes de conduite de tir. Détruire Tel HaShomer n'a pas éliminé les chars, cela a éliminé la capacité de les réparer quand ils brisent. Et ils vont briser, parce que les opérations de combat soumettent les systèmes mécaniques à des contraintes qui dépassent leurs paramètres de conception. Les opérations prolongées accélèrent aussi l'usure à des niveaux qui exigent un soutien d'entretien continu. Comparez cela avec le modèle de durabilité que l'Iran et ses partenaires régionaux emploient pour leurs propres forces blindées. Les chars iraniens, les variantes 72 et les modèles modernisés localement reposent sur une philosophie de conception fondamentalement différente. Ils sont moins sophistiqués, moins capables en termes purement techniques, mais nettement plus durables dans des conditions de terrain. Les pièces sont plus simples. L'entretien peut être effectué avec de l'équipement moins spécialisé. La chaîne d'approvisionnement ne dépend pas d'une poignée d'installations irremplaçables. Il ne s'agit pas de savoir quel char est meilleur qu'un autre sur le plan technique. Il s'agit de savoir quelle structure de force peut soutenir des opérations de combat lorsque l'architecture logistique subit une attaque directe. Et ce que l'Iran a démontré, c'est que la complexité sans résilience est une vulnérabilité stratégique qui peut être exploitée par un adversaire doté de suffisamment de renseignements et de capacités de frappe de précision. Le système de protection Active Trophy est un exemple parfait de cette dynamique. Trophy est extraordinairement capable. Il a démontré des taux d'interception élevés contre des missiles anti-chars guidés dans des conditions de combat. Et il fournit aux équipages de Merkava une couche de protection que peu d'autres forces de chars dans le monde possèdent. Mais Trophy est aussi extraordinairement complexe. Il exige une alimentation électrique continue, des composants radars spécialisés, des munitions d'interception qui doivent être rechargées après chaque engagement et des mises à jour logicielles qui passent par les canaux d'intégration des systèmes de Tsahal. Quand l'infrastructure d'entretien et d'approvisionnement qui soutient Trophy est détruite, le système ne peut plus être maintenu. Les chars équipés de Trophy, qui épuisent leur charge d'intercepteurs, ne peuvent pas être rechargés si les installations qui stockent et distribuent ces intercepteurs n'existent plus. Ce qui m'inquiète, c'est que cette vulnérabilité n'est pas propre à Israël. Toutes les armées occidentales qui ont fait de la capacité technique de haut niveau le fondement de leur structure de force ont construit une dépendance semblable envers une infrastructure spécialisée, centralisée et difficile à remplacer. L'Abrams américain, le Léopard allemand, le Challenger britannique, tous exigent des écosystèmes logistiques vulnérables exactement au type de ciblage systématique d'infrastructures que l'Iran vient de démontrer. Voilà la leçon qui devrait empêcher les planificateurs de défense de dormir. La supériorité technique au niveau de la plateforme ne signifie rien si l'architecture logistique qui la soutient peut être éliminée en 72 heures de frappe de précision. Je sais comment la conversation s'est déroulée au Pentagone quand les évaluations des dommages de ces frappes ont commencé à arriver. Quelqu'un a proposé des transferts d'urgence de chars en retirant des chars Abrams des stocks de l'armée américaine et en les transportant par avion vers Israël comme solution temporaire d'urgence. Quelqu'un d'autre a proposé une livraison accélérée de composants de chars et de munitions depuis les dépôts américains. Et quelqu'un avec de l'expérience opérationnelle a expliqué pourquoi rien de cela ne règle réellement le problème que l'Iran vient de créer. Transférer des chars américains à Israël ne règle pas le problème de l'infrastructure d'entretien. Le Merkava et l'Abrams ne sont pas des systèmes interchangeables. Ils utilisent des munitions différentes, du carburant différent, des pièces différentes et des procédures d'entretien différentes. Les équipages de chars israéliens sont formés sur Merkava. Le personnel d'entretien israélien est formé sur Merkava.
Les systèmes logistiques israéliens sont conçus autour des exigences d'approvisionnement du Merkava. Introduire un char différent dans cette structure ne comble pas le vide. Cela crée de nouveaux vides, parce que vous essayez maintenant de soutenir 2 flottes de chars différentes avec 2 chaînes logistiques différentes, alors que l'infrastructure qui soutient les deux a été détruite. Les envois d'urgence de pièces n'aident pas quand les installations qui installent ces pièces n'existent plus. Vous pouvez transporter des moteurs de chars par avion vers Israël, mais si les baies d'entretien où ces moteurs sont installés ont été réduites en décombres, les moteurs restent dans des caisses. Vous pouvez livrer des intercepteurs trophy de remplacement, mais si les installations d'intégration où ces intercepteurs sont chargés sur les chars ont été frappées, les intercepteurs ne peuvent pas être installés. Le goulot d'étranglement n'est pas la disponibilité de l'approvisionnement. C'est l'infrastructure spécialisée nécessaire pour transformer les approvisionnements en capacité opérationnelle. Et il y a un problème plus profond que Washington doit affronter, mais ne veut pas reconnaître publiquement. La capacité américaine de production de chars est limitée et les stocks américains ne sont pas infinis. Les États-Unis maintiennent une réserve stratégique de véhicules blindés, mais ces réserves existent pour soutenir les besoins opérationnels américains, pas pour remplacer la flotte de chars d'un autre pays. Transférer des centaines de chars à Israël pour compenser ce que l'Iran vient d'éliminer dégraderait la disponibilité américaine pour des contingences dans d'autres théâtres. Et ces contingences incluent des scénarios de conflits potentiels avec la Chine et la Russie que le Pentagone considère comme plus importants stratégiquement que le Moyen-Orient. C'est la réalité des relations d'alliance. Quand les coups deviennent sérieux, les États-Unis fourniront un soutien à Israël, jusqu'au point où ce soutien ne compromet pas les intérêts stratégiques américains fondamentaux. Au-delà de ce point, Israël opère seul. Et la destruction systématique de l'infrastructure israélienne d'entretien et de production de chars a poussé le coût d'un soutien significatif au-delà de ce que Washington peut fournir sans accepter un risque inacceptable pour sa propre structure de force. De mon point de vue, cela expose la fragilité fondamentale des architectures de sécurité construites sur la dépendance extérieure. Israël a conçu ses forces terrestres autour de l'hypothèse que la logistique américaine serait toujours disponible comme solution de secours aux besoins. Cette hypothèse fonctionnait tant que la demande imposée à la logistique américaine ne dépassait jamais ce que Washington était prêt à fournir. Les frappes iraniennes ont créé une demande qui dépasse ce seuil. Et Israël découvre maintenant ce qui arrive quand la cavalerie n'arrive pas. Parce que la cavalerie a d'autres engagements. J'ai déjà vu des armées perdre leur principale capacité de combat. Je l'ai vu arriver à l'Irak en 1991 et encore en 2003. Mais ce qui arrive à Israël est différent de façon significative. L'Irak a perdu ses forces blindées par destruction directe au combat. La puissance aérienne et les forces terrestres de la coalition ont physiquement éliminé les chars irakiens sur le champ de bataille. Israël perd sa capacité blindée sans que les chars soient jamais détruits au combat. Ils sont éliminés par asphyxie logistique. Et cela crée un autre type de crise, parce que la doctrine, l'entraînement et toute la structure organisationnelle des forces terrestres de Tsahal supposent la manœuvre blindée comme fondation. Quand cette fondation disparaît, ce qui reste n'a pas de concept opérationnel cohérent. La doctrine terrestre israélienne repose sur des équipes interarmes, infanterie, blindés, artillerie et génie, opérant dans des ensembles coordonnés où chaque élément soutient les autres. Le blindé fournit la mobilité protégée et la capacité de tir direct. L'infanterie fournit la sécurité rapprochée et la capacité de combat urbain. L'artillerie fournit les tirs de suppression, mais toute la structure suppose la disponibilité du blindé. Retirer le blindé, et l'infanterie devient vulnérable aux blindés ennemis que la force terrestre ne peut plus contrer. L'artillerie perd la protection que le blindé fournit pendant les mouvements. L'équipe interarmes devient une collection de capacités isolées qui ne peuvent plus se soutenir mutuellement comme la doctrine le suppose. Ce que cela signifie concrètement, c'est que la capacité de combat terrestre de Tsahal se dégrade plus vite que le seul taux de panne des chars ne le laisserait croire. Parce que toute la structure de force a été conçue autour d'une hypothèse qui ne tient plus. Les unités entraînées à opérer comme équipe interarmes essaient maintenant de comprendre comment fonctionner comme force d'infanterie seulement
ou d'artillerie seulement. Et c'est pas ce pourquoi leur entraînement les a préparés. Les commandants dont toute l'expérience opérationnelle repose sur la planification de manœuvres blindées font maintenant face à des problèmes tactiques pour lesquels leur formation et leur expérience ne les ont pas préparés. Pendant ce temps, l'Iran et ses partenaires régionaux, le Hezbollah au Liban et les forces alignées en Syrie et en Irak, conservent leur capacité blindée et opèrent maintenant contre un adversaire dont la capacité de contrer les blindés a été systématiquement éliminée. L'équilibre tactique s'est déplacé d'une manière qui rend les opérations terrestres exponentiellement plus dangereuses pour Israël. Une force d'infanterie confrontée à des positions retranchées appuyées par des blindés se trouve dans une situation catastrophiquement désavantageuse. Et c'est la situation à laquelle Tsahal fait maintenant face dans tout scénario où il tente des opérations terrestres au Liban ou en Syrie. Voilà à quoi ressemble la défaite dans la guerre du XXIe siècle. Pas l'effondrement spectaculaire des forces sur un champ de bataille, mais l'élimination silencieuse et systématique de l'infrastructure logistique et industrielle qui rend les opérations prolongées possibles. Les chars sont encore là, les soldats sont encore là, mais la capacité de les employer efficacement a disparu. Et sans cette capacité, tout le concept opérationnel s'effondre. La leçon plus large qui émerge de la crise des chars israéliens devrait inquiéter tout établissement militaire qui a construit sa structure de force sur l'hypothèse que la sophistication technique compense la vulnérabilité logistique. Ce n'est pas le cas. L'Iran a démontré qu'un adversaire patient, doté de suffisamment de renseignements et de capacités de frappe de précision, peut démanteler systématiquement même la capacité militaire la plus sophistiquée en ciblant non pas les armes elles-mêmes, mais l'infrastructure qui les soutient. Et il l'a fait avec des systèmes d'armes que les analystes occidentaux ont passé des années à rejeter comme grossiers, imprécis et stratégiquement insignifiants. Les missiles de croisière qui ont détruit l'usine IMI, le complexe de Tel HaShomer et le dépôt de Hatzerim n'étaient pas des systèmes hypersoniques exotiques. C'était des missiles de croisière subsoniques, certains transférés de Russie, certains produits localement, guidés par des systèmes de navigation indépendants du système GPS et employés avec un niveau d'art opérationnel qui a transformé la capacité technique en effet stratégique. Cela confirme une conclusion à laquelle j'arrive depuis des années. L'autonomie dans la production de défense est un actif stratégique qu'aucune garantie d'alliance ne peut remplacer. L'Iran a construit sa force de missiles sous sanction, développé sa technologie de guidage sans accès aux composants occidentaux et créé une capacité de renseignement de ciblage que personne ne lui a donnée. Le résultat, c'est une armée capable d'opérer de manière indépendante, de frapper de façon décisive et de soutenir ses opérations, peu importe ce qu'un acteur extérieur fait ou ne fait pas. Comparez cela à la position d'Israël. Il possède les chars les plus techniquement avancés de la région, mais il est incapable de les soutenir parce que l'infrastructure logistique dont ils dépendent a disparu et ne peut pas être remplacée rapidement. Mon évaluation, c'est que nous venons de voir la confirmation opérationnelle d'un principe stratégique que l'ère de l'après-guerre froide nous a permis d'oublier. Les guerres ne sont pas gagnées par le camp qui possède le meilleur équipement. Elles sont gagnées par le camp qui peut soutenir ses opérations plus longtemps. Et la durabilité exige de la profondeur dans la production, dans la logistique et dans le capital humain de techniciens et d'ingénieurs formés. Une profondeur de ce type vient seulement d'un développement autonome sur de longues périodes et elle ne peut pas être achetée, transférée ou empruntée quand la crise arrive. L'Iran l'a bâti. Israël ne l'a pas fait. Et cette différence définit maintenant la guerre. La flotte de chars israélienne ne reviendra pas en quelques semaines, pas en quelques mois. Et compte tenu de l'ampleur de la destruction des infrastructures, peut être pas dans un délai pertinent pour le conflit actuel. Ce que l'Iran a accompli n'était pas une victoire tactique qui modifie l'équilibre du champ de bataille à court terme. C'était l'élimination stratégique de la capacité de combat terrestre d'Israël et de sa racine industrielle et logistique. Les chars qui restent continueront de se dégrader à mesure que les besoins d'entretien dépasseront la capacité disponible. Et dans un délai
relativement court, ce qui était autrefois la force blindée la plus capable du Moyen-Orient deviendra un parc statique de véhicules immobilisés qui ne peuvent pas être réparés, ne peuvent pas être approvisionnés et ne peuvent pas être employés opérationnellement. Voilà à quoi ressemble la victoire quand elle est obtenue non pas par une action héroïque sur le champ de bataille, mais par un travail de renseignement patient et un ciblage systématique. Et c'est une victoire que le réapprovisionnement américain ne peut pas renverser. Parce que le problème n'est pas une pénurie de chars ou de pièces, c'est l'absence de l'infrastructure nécessaire pour les employer. Cette infrastructure a pris des décennies à construire. L'Iran l'a éliminée en 72 heures. Les implications stratégiques de cet écart résonneront dans chaque établissement militaire qui regarde ce qui vient de se passer et comprend ce que cela signifie. Nous avons maintenant vu l'Iran démanteler systématiquement la puissance aérienne d'Israël, son réseau logistique et sa capacité blindée par le ciblage de précision des infrastructures. Nous avons vu Washington incapable ou réticent à fournir un soutien à l'échelle nécessaire pour compenser ce qui a été perdu. Que se passe-t-il ensuite quand la capacité militaire d'Israël a été vidée de l'intérieur et que la guerre terrestre que tout le monde redoutait devient impossible à mener réellement pour l'un des deux camps? Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.